Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Entre Génie. Encore une fois tout seul, fait que je relance encore une fois l'invitation. Quiconque qui voudrait s'impliquer dans Entre Génie, écrivez-nous un message n'importe où, directement à moi, Jérémy Labelle. Ça me fait plaisir de vous ajouter dans l'équipe. Puis on veut grandir, on veut publier des bons épisodes, le concept est bon. Puis tout ce qu'il me faut, c'est des gens motivés pour faire partie de cette belle équipe-là. Sinon, cette semaine, on a reçu Antoine Tremblay, encore une fois, dans la même lignée qu'Étienne. C'est drôle parce que c'était des addons, là, mais lui qui est dans le Motorsport Engineering. Fait que c'est vraiment cool. Il travaille dans des écuries de course endurance aux États-Unis. Il fait plein de jobs, notamment, il est beaucoup dans l'ingénierie d'intégration de systèmes. Fait que c'est quelqu'un qui va être super polyvalent, qui va pouvoir aller faire de l'électronique, du mécanique, qui va pouvoir aller instrumenter les voitures, qui va pouvoir faire des simulations avec les voitures. Son parcours académique aussi est vraiment exceptionnel. Il est venu à l'Université Laval, il a travaillé sur la formule comme Étienne. Puis lui, en plus, il est allé faire à Oxford Brookes une maîtrise en Motorsport Engineering où est-ce qu'il en a appris plus. Puis vous allez voir, il y a des détails qui sont assez surprenants. Notamment, il en a plus appris par lui-même qu'à Oxford. Et je ne vous vendrai pas le punch de pourquoi, mais il y a de la plus-value à aller chercher sans nécessairement aller chercher les institutions les plus hautes. Avec la débrouillardise, vous allez voir qu'on peut se rendre assez loin. Sinon, il a parlé aussi de comment se faire recruter dans une écurie, comment prendre les premiers pas pour aller là, les types de courses un peu qui sont différentes. On a abordé tout plein de sujets. Fait que si vous êtes des fans de courses automobiles, vous allez complètement vous retrouver à travers ce podcast-là. Vous allez triper. Étant moi-même un fan de F1, j'ai souvent... C'est comme une espèce de vitrine à laquelle je peux juste regarder, mais que je peux jamais, on va dire, participer. Puis là, j'avais à quelque part un peu l'impression d'avoir les deux mains dedans. Là, fait que c'est un sentiment qui était vraiment, vraiment cool. J'espère que vous aurez le même. Puis sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. On se dit à plus. On est en onde. Radio 1-2, c'est bien ça? C'est Radio Check 1-2. Radio Check 1-2. Copy Radio Check. Copy Radio Check. Ouais, fait que comme vous avez vu en introduction, cette semaine, je reçois Antoine Tremblay. Merci énormément d'être venu. Ça fait plaisir. C'est vraiment un invité très, très, très spécial qu'on attendait. Puis même, la première fois qu'André nous avait parlé de toi, je me disais, c'est le plus long shot que j'ai jamais vu, parce que t'es tout le temps en voyage et tout. Là, fait que je me disais, ça arrivera jamais. Puis là, de te voir devant moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Là. Fait que, comme notre question habituelle avec laquelle on démarre tout le temps, celle qui est notre signature, je dirais. Parle-nous de ton parcours. Et même, tu me disais, ça a commencé pas mal jeune, le motorsport. Ouais, ben c'est ça. En fait, ça a commencé super jeune. Là. Quand j'étais bébé, mon père, il avait une fameuse cassette enregistrée du Indy 500, puis il avait acheté un nouveau système de son. Puis il mettait ça au fond dans la maison, puis apparemment, je pleurais à chaque fois, puis il dit que depuis ce temps-là, c'est là que je veux faire de la course parce que ça fait mal. Puis en plus, t'es un fan d'Indy 500, ton père? Ou Ben, dans ce temps-là, il avait été invité là, par une compagnie pour assister au Indy 500, fait qu'il avait bien aimé son expérience. Nice. Puis après ça, fait que là, mettons, passer le bébé, il y a un petit gap entre les deux. Là, c'est, mettons, au secondaire, tu faisais-tu du karting? Tu te voyais-tu faire ça? Ou t'étais juste genre, tu faisais des études bien normales? Puis... Ouais, ben c'était même avant ça. En fait, au primaire, Jacques Villeneuve commençait à être populaire là, en 95, fait que j'avais 7 ans. Okay. Il avait gagné le Indy 500, le championnat d'Indy, puis après ça, en 96, il avait fini deuxième au championnat du monde de Formule 1 à sa première année. Puis là, ça commençait vraiment à être populaire. Puis là, en 97, ben, c'est son année qu'il a gagné le championnat, mais là, je me levais à toutes les nuits écouter la course tout seul, tu sais, j'avais 9 ans, puis là, je voulais devenir pilote de course. Puis là, ben, mes parents... Ils disaient, oui, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que là, ben, tu sais, j'allais quand même faire du kart une fois de temps en temps, mais rien de compétitif. Puis finalement, vers l'âge de 12 ans, ma mère me dit, mais pourquoi tu deviens pas ingénieur? Parce qu'il y en a plein d'ingénieurs aux courses, il y en a bien plus que des pilotes. Puis là, j'étais comme, ouais. Tes parents sont-ils ingénieurs ou ben pas en tout? Pas du tout. Mon père est dans les finances, puis ma mère avait une compagnie de couture, puis après ça, elle s'est occupée de nous autres à temps plein. Okay. Puis on a déménagé beaucoup, fait que c'est elle qui s'occupait de toutes les rénovations, de toutes les maisons qu'on a eues. Fait que c'était out of the box. Tu sais, comme quand cette idée-là est venue sur la table, c'était...
Ouais, ben c'était mystérieux, c'était quoi un ingénieur, mais il y en avait tellement à la piste que je me disais que c'est sûr que je vais trouver quelque chose que j'aime. Je savais que j'aimais toutes les sciences, fait que pour moi c'était un bon chemin à suivre. T'étais-tu allé voir les Grands Prix à Montréal, genre, ou ben... Ouais, mon premier c'était justement en 98, puis ensuite j'étais allé à presque toutes les années pendant longtemps, mais une fois que je me suis mis à m'expatrier, Ouais, ça devient plus je suis allé en difficile. voir d'autres ailleurs. Ouais, c'est ça. T'es-tu allé à Vegas? Ah ben non, c'est sûr que toi, dernièrement, t'étais débordé. Ouais, ben la semaine dernière, là, 2 semaines, j'étais à Daytona. Ok. Fait que, puis c'était la semaine après, c'était le Grand Prix. Fait que, mais non, je suis revenu à la maison m'occuper de ma petite. Ouais, puis ça, félicitations en passant, hein, Merci. c'est vraiment incroyable. Puis là, fait que là, tu me disais, secondaire, c'est là, non, primaire même, c'est là, tu te dis, je pourrais être ingénieur à la place. Secondaire, admettons, si tu comme, on va dire, une période un peu flottante où est-ce que tu fais tes affaires, puis tout, tu sais, c'est, où y a-tu la prochaine transition est où? C'est plus au cégep, admettons, pour faire ton choix, admettons, à l'université, je sais. Pas vraiment, en fait, là, au secondaire, j'allais à l'école, je faisais du skate, là, puis du snow, là, c'était tout. Mais j'avais encore ce but-là, mais je faisais pas plus de démarches que ce qu'il faut. Parce qu'anyway, ça paraissait loin la course, tu sais, on était j'étais soit à Québec ou à Halifax, là, à ces moments-là, puis il n'y a pas vraiment de course, du moins pas au niveau que j'avais envie de faire. Donc, je me concentrais pas là-dessus. Puis au cégep, j'étais un homme perdu. C'est drôle parce qu'il y a souvent beaucoup de monde que ça ressemble à ça. Là. Tellement que à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, c'était le régime Montignac qui était tu vois, je connais populaire. même pas ça. Ben, c'était tout le monde. C'était un régime alimentaire, c'était vraiment populaire à ce moment-là. Okay. Puis fallait couper les P, fait que pain, patate, pâte. OK. Ben moi j'avais coupé physique, philo, puis en tout cas, c'était toutes les P à l'école. Fait que j'ai fait mon cégep avec une session de plus finalement. OK. Fait que t'as fini à l'hiver, puis là, toi, génie mécanique, c'était-tu, tu sais, tu dis que t'es un homme perdu, mais c'était-tu pareil ça qui restait? C'était-tu un choix par défaut qui s'est fait? C'était comme... Ouais, ben c'était comme le plus populaire à ce moment-là, puis je me disais en course automobile, tu sais, il n'y avait pas encore de voitures hybrides, c'était encore toutes les F1, tu sais, standards, là, V8. Donc, je me dis, génie mécanique, ça devrait être le bon chemin. Donc là, j'avais fait à l'hiver mes admissions à Polytechnique à Montréal, puis à l'Université Laval. J'avais été accepté aux deux. Donc, je suis parti à Montréal faire une session, puis j'ai détesté ça. Ah ouais! Fait que j'ai lâché l'université pendant 2 ans. Ah ouais! Ouais. Ah ouais! Mais à ce moment-là, j'ai fait mon cours de pilote d'avion. OK. Puis ben je volais, puis là j'arrivais à mon accréditation, puis il y a eu le crash boursier de 2008. OK. Puis là je me suis remis en question, ben je me disais que j'allais être le premier à perdre ma job, puis ça va m'avoir coûté ça coûte une fortune à faire. Je me suis dit, c'est peut-être pas le bon chemin pour moi. Puis en plus, je trouvais que ça utilisait pas assez ma tête. Là. C'était trop un peu faire du taxi, si on veut, mais dans les airs. C'est pragmatique. Là. Dans le fond, tu as ta checklist, tu le passes un par un. Puis... C'est ça, puis je suis plus créatif. Fait que je trouvais ça un peu limitant. Fait que j'ai décidé de retourner à l'école, mais encore en génie mécanique, mais cette fois-ci à Québec, en vivant encore chez mes parents, puis avec mes amis, entouré de mes amis d'ici. Puis c'est à ce moment-là que j'ai joint la Formule SAE. Dès ta première année, ça? Ouais, à ma première session, ouais. C'est comment, tu sais, genre, est-ce que tu savais qu'il y avait un auto de course, puis toi, t'avais full d'intérêt là-dedans, puis t'as dit, genre, je veux m'impliquer là-dedans? Ouais, ben je l'avais fait un petit peu à Polytechnique 2 ans avant. Mais, avec plus d'argent. Là, en fait, à ce moment-là, la Poly, c'était l'enfer. Il n'y avait pas de financement. Puis c'était le moment qu'ils changeaient de local. Puis le local était plus à l'école, il était rendu en ville. Je pense que c'était encore comme ça. Puis ça faisait que tu pouvais pas juste aller entre deux cours travailler. Il fallait que tu te déplaces. Tu prennes le métro pour aller travailler sa voiture. Donc, c'est une chance, c'était de même, parce que c'est peut-être ça qui a fait que tu revenais à Québec. Là. Si ça a été trop le fun, trop de budget, là, on t'aurait peut-être jamais revu. Là. On sait pas. Mais, fait que, c'est ça, fait que t'es rentré dans la formule. Puis, toi, mettons, je te dirais, ton intérêt était-tu. Ce qui a fait que t'es resté, c'était-tu plus formule, c'était-tu le bac, c'était-tu un mélange des deux, comme c'est comment ça s'est passé pendant ton bac? Ouais, ben à ce moment-là, c'était comme, bon, ben je me mets enfin un objectif clair, là, qui est de travailler en course. Fait qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? C'était tout simplement ça. Fait que j'ai mis tous les efforts possibles dans la formule. Puis ben, dans mes cours aussi, parce que je voulais possiblement faire une maîtrise, donc je voulais avoir des bonnes notes pour être accepté un peu n'importe où. Fait que je me suis concentré sur ces deux choses-là. J'ai arrêté de travailler. Ben, j'ai été chanceux. Mon père me permettait de rester chez eux et de payer mes dépenses pour me concentrer sur mon but.
Puis ben en fait, c'est ce qui a fait que j'ai été accepté là, à la maîtrise en Angleterre en course automobile. Ah, ça, c'est vraiment incroyable. Puis c'est... Dans ce que j'ai vu, c'est-tu vraiment un pavillon de Oxford, genre, tu sais, tu peux-tu me décrire plus, C'est Oxford Brookes University, donc il y a 2 universités à Oxford, puis Oxford Brookes, c'est la petite à côté de la grosse, si on veut. Ok. Mais ils ont un gros département d'architecture puis un gros département de course automobile. Ils ont d'autres choses, mais principalement, c'est les deux, leurs 2 forces. Puis, parce que, tu sais, pour être un fan vraiment de... Je veux pas dire motorsport, parce que, mettons, je suis pas le rallye, je suis pas les Daytona tant que ça. Tu sais, je suis plus un gars peut-être de F1, on va dire. Puis mon père, il est full MotoGP, lui, là. Il est MotoGP à fond, il check tout le temps les courses, il dit... La F1, c'est plate, ça se dépasse pas, là. MotoGP, ça se dépasse. Écoute, ça c'est un autre débat. Mais ouais, tu sais, c'est comme la capitale du motorsport engineering, là, vraiment l'Angleterre. Toi, t'as-tu senti ça quand t'es allé là-bas? Ben, c'est sûr que quand t'es dans un programme de ça, t'es entouré juste de monde de ça. Puis, ben, nécessairement, tu sais, autour de Oxford, il y a plusieurs équipes de Formule 1. Fait que quand tu sors, ben, il y a plusieurs employés avec des manteaux des équipes. Mais je trouve que ça se sent moins que, disons, à Charlotte pour le NASCAR ou à Indianapolis, là, où est-ce que Indianapolis, c'est pratiquement juste ça qu'il y a. Ah ouais, tu vois ça, je savais pas ça. Fait qu'aux States, dans le fond, c'est vraiment... Tu dirais qu'il y a plus d'effervescence quasiment qu'en Angleterre quand t'es dans l'institution... Ouais, ben, l'Angleterre, c'est traditionnel, hein. C'est très calme et posé, là. C'est moins exubérant qu'aux États-Unis, disons. Aux States, ils aiment afficher leurs couleurs, ça, c'est ça. Crème, c'est vraiment cool. Puis, justement, je pense qu'on va se diriger directement là-dedans. Quand tu étais à Oxford, ben, je pense que la première chose que je te demanderais, en fait, c'est comment tu as fait pour appliquer là-bas. Tu sais, souvent, j'aime que dans le podcast, il y a quand même des trucs assez pragmatiques pour les gens, mettons, qui veulent atteindre ça. Ça a-tu été, tu sais, toi, ça a dû être une application en ligne, j'imagine? Ou ben, tu sais, t'avais-tu un contact là-bas? Tu sais, comment t'as fait pour rentrer? Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour que tu rentres? Ouais, ben, à ce moment-là, c'était déjà en ligne, là. C'était quand même juste en 2014, là. C'est pas si arriéré que ça. Non, mais tu sais, des fois, ça grossit tellement vite là, Ouais. que, genre, tu sais, des fois, il y a des applications papier dans les universités, des relevés de notes, je sais pas trop. Ouais, ben, ça, il y avait beaucoup de. Il fallait envoyer des documents officiels de l'université vers l'autre université sans passer par moi. Mais sinon, c'était vraiment juste une application classique. T'sais, il disait qu'il prenait en compte les notes, mais une fois rendu là-bas, tu te rends compte que c'est plus... Ils sont contents d'avoir l'argent des étudiants étrangers plus que leurs notes, disons. Ah ouais, ok. Puis toi, mettons, justement, c'est comment que tu as choisi cette institution-là? Puis tu sais, t'es juste allé sur leur site, t'as rempli ça, tu sais, t'as-tu itéré beaucoup? Tu sais, mettons, moi, pour ma maîtrise, je fais une demande de bourse, puis tu sais, comme, tu sais, tu repasses là-dessus, tu repasses, tu sais, à la fin, tu changes des « et » pour des « puis », là, tu sais, quand tu choisis, fait que, t'as-tu ça aussi, toi, ou ben ça a comme été un peu plus bing-bang, puis on l'essaye? Non, ben j'ai eu 2 lettres de recommandation, là, dont une de Paul André, qui était notre superviseur de projet ici à l'université, puis de Yves Jean, qui supervisait toutes les activités de laboratoire à l'université. Donc ces deux-là m'ont fait des lettres de recommandation. Puis ensuite, non, c'est ça, j'ai appliqué à 2 autres universités, mais aussi quand j'allais aux courses de formule au Michigan, ben ces universités-là avaient des formules aussi, donc j'allais parler avec les jeunes de ces équipes-là, voir comment c'était, puis aussi aux superviseurs de programme, juste pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'était réellement, contrairement à juste des pamphlets. Je pense que nos éditeurs vont vraiment aimer ça que tu dis ça parce que t'es l'épisode directement après Étienne Douville, en tout cas tourné. J'ai fait hier Étienne. Fait que c'est comme tout frais dans ma mémoire. Puis Étienne, il travaille chez Tesla maintenant. Puis comment est-ce qu'il a eu ses contacts chez Tesla? C'est à la compétition au Michigan aussi. Parce que petite anecdote drôle, mais lui, il était comme tellement concentré sur le char qu'il leur disait venez pas me parler, venez pas me parler. Puis là, ils ont comme vu que ce gars-là, il avait de l'intérêt, puis ils sont allés parler plus tard après, puis ils ont comme ciblé, ok, moi, lui, il était tellement sur le char qu'il était prêt à, tu sais, même pas nous parler. Là. Fait que je trouve ça drôle de voir que, tu sais, des compétitions au Michigan de même, ça rouvre des portes, puis pour de vrai, là. Ouais, ça donne des contacts. Moi, j'ai reçu des cartes d'affaires aussi, de même de compagnies en Angleterre. J'ai pas matérialisé là, l'opportunité parce que je voulais me concentrer sur mes études, mais ça ouvre quand même des portes. Puis à Oxford, je dirais, c'est quoi les choses que tu as apprises, admettons, tu sais, j'avais lu sur ton LinkedIn, là, puis tu sais, c'est sûr que ça va peut-être pas être 100%
précis, là, accurate, c'est quoi? Ouais. À jour, je sais pas. En tout cas, t'avais Advanced Chassis Design, Lap Time Simulation and Race Engineering, Advanced Vehicle Aerodynamics, Vehicle Crash Engineering, Data Acquisition Systems. C'est-tu... Ça durait combien de temps? T'as-tu tout fait ça sur un an? C'était-tu des cours en particulier, genre? Ouais, ben en fait, ça c'est tous les cours que j'ai eu à faire. Puis ensuite, j'avais aussi un projet là, à faire qui est ben, c'est la dissertation qui appelle, donc c'est plus petit qu'un mémoire de maîtrise, là, comme ici, disons, mon travail total était de 60 pages, donc c'est quand même... Juste 60 pages. Ouais, mais c'est plus petit que les maîtrises ici, disons. Ouais. Puis ben, moi, c'était en entreprise aussi, avec McLaren, donc ce que j'ai appris là-bas, ben en fait, j'ai vraiment été déçu. Ah ouais? Mais c'est peut-être à cause de ma curiosité insatiable parce que l'été d'avant, j'avais lu, ben, l'été d'avant et les 4 autres années, j'avais lu beaucoup de choses pendant mon temps dans Formule pour apprendre à faire une voiture de course pour la Formule. Ça, c'est des livres que t'achetais genre Ouais. random un peu, genre t'allais sur Amazon, t'étais comme, il a l'air bon. Ouais. Puis j'en ai lu plein, puis quand j'étais arrivé là-bas, ben, disons que je trouvais que même si c'était appelé Advanced Chassis Design, ben je trouvais pas que c'était si avancé que ça. Ouais. Fait que c'était, pour moi, ça a été une expérience très décevante. En fait, ça a été l'année la plus facile de toute ma vie. Par contre, ça l'ouvre les portes énormément. Ouais, c'est ça que j'allais demander, parce que tu sais, à quelque part... Donc, c'est comme tu payes pour avoir des contacts, finalement. Ok, mais c'est selon pareil, mon expérience à moi. C'est pareil un passage à quelque part, si tu vas aller dans Motorsport Engineering, un peu nécessaire, justement, pour te construire ton réseau de contacts. Puis tu sais, toi, à quelque part, tu devais shiner là-bas, là, tu sais, je veux dire. Puis je sais qu'on en parlait un peu pré-interview, là, puis c'est drôle, je vais faire référence encore à Étienne. Je pense que on entend souvent qu'on est très, très bon au Canada comme ingénieur, là. Je pense que tu me secondais beaucoup là-dedans. Ouais, ben en fait, c'était un petit peu... un petit peu fâchant, là. En fait, tu voyais vraiment... Il y avait vraiment une grande différence entre les Nord-Américains et les Allemands versus la plupart des Européens qui étaient dans le programme. Eux, ils trouvaient que c'était demandant puis qu'ils devaient travailler tellement fort pour faire leur maîtrise. Puis les Américains, les Allemands puis les Canadiens, on trouvait que c'était vraiment juste comme... Hey, c'est assez fou facile, quand même. Là. Parce que tu sais, dans la perception des gens, je pense que c'est un peu l'inverse. Les gens disent, quelqu'un qui est allé à Oxford, là, il va être le, tu sais, je veux dire, le kingpin de tout. Mais tu sais, au final, c'est là qu'on réalise que, tu sais, je sais pas si on fait beaucoup avec pas grand-chose. Là, je vais pas dire pas grand-chose, on a des institutions incroyables. Tu sais, on est dans un pays super industrialisé, mais dans le sens que on n'a pas non plus les ressources les plus abondantes au monde en termes de sommité puis de trucs de même, puis tu sais, on réussit pareil à faire ça fait qu'on est pas mal plus débrouillard. Ouais, je pense que c'est ça, hein, c'est là que ça se traduit beaucoup. Ouais. Puis l'éthique de travail aussi. T'as habitué de travailler fort. Ah ouais, puis tu dirais que tu voyais pas tout le temps ça? Non. Mais c'est vraiment cool, puis ça se traduit aussi dans les écuries? Dans les écuries, ben c'est ça le bout le plus fâchant, en fait, c'est que à cause des visas, ils prennent juste les Européens. Ah ouais. Fait que c'était vraiment fâchant. Fait que c'est rempli, ben issu majoritairement des Allemands à ce moment-là, ben il y en a vraiment. Non, ben les Allemands souvent ils aiment se retourner en Allemagne puis travailler, disons, pour Toyota qui est en Allemagne ou aller plus en DTM. Donc chez Mercedes, Audi, BM, Porsche. Mais ouais, c'était fâchant par moment parce qu'en fait, ils ont aussi changé les règles d'immigration pendant que j'étais là-bas. En fait, quand on graduait, on était supposé avoir un visa de travail de 2 ans, donc ça nous ouvrait les portes à tous les jobs en Formule 1. Mais là, pendant qu'on était là, ils ont changé la règle, puis on n'avait plus le droit de... Ça prenait un sponsorship par les écuries, puis ça coûtait à peu près 30 000 pounds pour l'écurie de t'avoir. Fait entre payer 30 000 pounds pour un débutant ou 30 000 pounds pour un kingpin avec l'expérience, le choix était plutôt facile pour eux autres, puis ils décidaient de prendre les candidats européens. Donc ça nous a barré les portes pas mal aux Nord-Américains. Mais ça reste qu'on a trouvé notre chemin pareil. Ouais, c'est ça que je vois, puis on en reparlera après, puis tu m'as dit, dans le fond, c'était en termes d'éthique de travail, mais t'as-tu noté une fissure aussi en ça, en termes de connaissances théoriques? Tu sais, des fois, je sais qu'on entend aussi que genre, il y a du monde que la loi de Hooke, ils entendent ça, puis ils sont comme wow, là, de quoi on parle, puis t'es comme, hein? Ouais, ben, dans mon cours de Vehicle Crash Engineering, à un moment donné, je tiens à te dire, on était à la maîtrise, fallait faire le double intégral d'un polynôme. Ouais.
Puis on dit, on vous montre pas ça, c'est ben trop compliqué. C'est comme on fait ça au cégep, tu sais. Ouais, puis maths de l'ingénieur 1, puis 2, je peux confirmer que ça... C'est juste de ça, pratiquement, là. Oui, puis sont costauds, là. Ouais. Faut que tu aies fait tes devoirs quand t'arrives là. Exact. Ah, ouais. Donc, ça m'avait un peu abasourdi. Ah, Parce ouais. que c'était au niveau de la maîtrise. Puis là, tu disais, il y a des portes pareilles d'ouvertes. Je pense que tu me disais que justement, dans l'endurance, c'est des belles opportunités pour ça. Es-tu capable de m'en dire plus là-dessus? Ouais, ben définitivement, là, tout le monde voit la Formule 1 à la télé, un peu l'IndyCar, puis NASCAR. Mais en endurance, c'est un peu moins connu. Mais la compétition est immense. Là, en ce moment, juste dans la catégorie dans laquelle je suis, il y a 7 manufacturiers, Ferrari, Toyota, Peugeot, Acura, Porsche, BMW, Lamborghini. C'est peut-être d'autres là, que je suis pas capable de me souvenir, mais bref, ça donne une idée de l'ampleur du championnat. Puis c'est toutes des voitures prototypes là, qu'on développe là, quand on fait partie de l'écurie de la compagnie. C'est ça, quand tu dis, il est où le merge entre compagnie et écurie? C'est comme, admettons, tu as le choix entre ces gabarits d'écurie-là, de manufacturier-là, puis tu peux te construire une écurie par-dessus ça, mettons, tu sais, comme toi, tu travailles pour Bosch, m'en à bout. C'est-tu comme ça que ça fonctionne? Ouais, ben, ça dépend. Mais en général, oui. C'est que les voitures sont toutes homologuées pendant 3 ans, puis après ça, il y a une Evo qui vient ensuite. Puis il y a certains programmes comme Porsche, eux autres, là, ils poussent fort pour avoir des écuries qui sont des clients. Tandis que des équipes comme Acura, ben ils veulent juste une équipe de factory qu'on appelle, là, de l'usine. Par contre, moi je suis engagé par Meyer Shank Racing, qui est une équipe de course en soi, mais ils ont été engagés pour opérer la voiture d'Acura pour Acura. Donc on est habillé comme Acura, mais en fait on est Meyer Shank Racing. Je comprends. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde. Ça fait de la politique. Ouais, il y a ça. Mais juste donner une idée, là, pour Daytona, on va être... pour rouler une voiture, on va être 60. Là. Ben voyons donc. 60 avec... Mais tabarouette, les budgets sont... C'est des enveloppes costaudes, là. Oui. Ben tu sais, un bon budget en GT, là, en Porsche, comme j'étais l'année dernière, ben, c'est à peu près 5 millions US par année. Ouh! Puis ça, ben... ça va être plus autour de 20. Tabarouette. On est loin du 600 millions de la Formule 1, mais... Ouais, mais tu sais, là, après ça, je veux dire, c'est eux qui ont le plus gros spotlight, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais, puis aussi, les règles sont faites différemment, là. C'est que nous, on a juste droit à un niveau 3 ans. OK. Sauf s'il y a des problèmes de sécurité, là, on peut faire des niveaux plus rapides. Mais c'est pour garder les coûts un peu plus bas, puis pour qu'il y ait beaucoup de clients. Mais tu sais, à Daytona, on va être 63 voitures sur la piste. Là. Hey, c'est vraiment du stock. Divisé en 4 catégories. Puis je trouve c'est intéressant, là, où est-ce qu'on se dirigeait un peu de, tu sais, genre l'architecture, on va dire, des écuries puis des manufacturiers. Puis quand on se parlait avant, tu me parlais que dans Formule, tu sais, j'avais listé un peu les trucs que t'avais implémentés dans tes années. Mais une des choses que tu m'avais mentionné, justement, c'était un peu cette espèce de dynamique-là de genre financement avec le département, de mettre en place des choses pour implémenter des nouveaux trucs. Justement, peux-tu plus m'en parler de ça? Puis est-ce que ça t'a aidé dans tes expériences par après? Ouais, ben en fait, quand je suis rentré en génie, je me rendais compte que j'étais peut-être mieux en gestion de projet qu'en design en soi. Puis ben dans la formule, ça l'a prouvé. En fait, dans notre année, on a réussi à aller chercher le plus gros budget qu'on n'a jamais eu à ce moment-là. Puis ça nous a permis justement de faire le saut de la suspension avec des roues de 13 pouces à 10 pouces. Donc, il fallait refaire un châssis complet, une suspension complète. Tout devait être refait. Puis, ça prenait énormément d'argent. On a réussi à faire des deals un petit peu en allant lire les règles de l'impôt avec des compagnies, faire des dons. En tout cas, on avait réussi à monter là, des programmes financiers un peu assez créatifs qui nous ont permis d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Puis évidemment, ben, améliorer les relations avec le département, ça l'aide toujours à débloquer du budget. Donc, ça, c'est probablement
l'affaire que j'étais le plus fier en fait de la formule, c'était vraiment d'aller capable d'aller chercher les ressources nécessaires pour passer au prochain niveau qu'on voyait qu'on avait de besoin. Puis ça nous a aussi permis de faire des nouveaux bancs d'essai là, qu'on a pu faire dans nos cours de laboratoire, qui faisaient pas partie des laboratoires de base, mais les profs y ont accepté qu'on développe nos propres bancs d'essai pour ces cours-là. Donc c'était... Puis le banc d'essai en particulier que tu parles, là, c'est le dyno. Là, Ben ouais, c'était le choc dyno entre autres. Choc dyno, puis un choc dyno, peux-tu m'expliquer ça sert à quoi, mettons, puis en quoi ça peut augmenter autant vos performances sur la formule? Ben en fait, nos amortisseurs, ben, on les met sa voiture, puis go, on y va, mais ils ont beaucoup d'ajustements possibles. Puis en fait, on voulait les caractériser, puis aussi voir est-ce que ils sont brisés, nos amortisseurs, parce qu'en faisant, en les testant, on peut voir si ils ont le comportement qu'on s'attend qu'ils aient. Puis ensuite, on peut utiliser aussi ces données-là pour faire de la simulation, pour développer la prochaine voiture. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. Fait qu'un choc dyno, c'est vraiment pas au niveau de la suspension. Là. Ça va être lui qui va essayer de simuler des impacts sur la route. En fait, on fait faire des ondes sinusoïdales à l'amortisseur en position verticale. Puis on le fait aller de plus en plus vite, la fréquence, comme ça, il pogne des vitesses, il atteint des vitesses beaucoup plus rapides. Puis ensuite, on est capable de voir la force versus la vitesse de l'amortisseur. OK. Puis ça, c'est drôle parce que ça se transige bien avec ce que tu as fait pareil aussi à Oxford, là, ton projet de maîtrise. Ouais, ben le projet de maîtrise, ça c'était un projet avec le simulateur de Formule 1 chez McLaren. En fait, il changeait complètement d'architecture de simulateur. Il achetait tout du nouvel équipement. Tout était à refaire. Puis là, ben, il voulait faire un modèle, le modèle mathématique du feedback au volant pour le couple au volant du pilote. Donc, ce que le pilote ressent quand il prend un virage, ben, cette force-là, il faut qu'elle soit calculée. Alors moi, j'ai créé un modèle mathématique qui calculait la force qu'il faudrait appliquer au moteur. Puis ensuite, il y avait une autre personne qui s'occupait de faire le driver, là, donc lui qui prend la commande de coupe puis qui la traduit en vraie force mécanique là, sur le volant. Puis, dirais-tu que ces acquis-là, admettons, comment je fais ça? Ils viennent-tu plus de l'université, de Oxford ou de tes manuels? Parce que moi, je trouve que ça a l'air d'une montagne quasiment quand je regarde ça. Là. Ça venait de où justement ces apprentissages-là? Ouais, ben, en fait, à plusieurs places. Je me souviens du cours de simulation, je pense que c'était avec Philippe Cardou, que là, modélisation de système mécanique, je pense que ça s'appelait à ce moment-là. Puis on apprenait à prendre des objets, puis à les mettre en mouvement, puis écrire les équations, puis les simuler. Ça, c'est la fondation de tout, je dirais. Ensuite, les livres que j'ai lus pendant l'été avant d'aller à ma maîtrise, qui étaient en partie ce qui était contenu dans Advanced Chassis Engineering, puis Advanced Vehicle Aerodynamics. Donc, tout ça combiné, ben, j'étais capable de... Puis toutes les lectures que j'ai dû faire dans ma revue de littérature pour ma maîtrise, ben, tout ça combiné, j'ai été capable de faire un modèle qui m'a permis de prouver... En fait, c'était faire une preuve de concept. C'était pas de le faire le final, mais c'était vraiment un concept, puis le concept a fonctionné. Puis, je trouve que c'est le fun de voir comment est-ce que... C'est tout le temps une espèce de... Le monde font des trucs cool. C'est tout le temps un hybride entre se faire apprendre la base par, admettons, une institution carrément, puis dire, voici les choses fondamentales que tu dois connaître, puis après ça t'en donne juste assez pour avoir une pensée critique sur après ça les autres choses que tu vas aller là, puis cibler, ok, moi c'est une bonne continuité par rapport à ce que j'ai appris, puis là, t'as mis ta couche avec télé, puis là, whoop, t'es allé mettre une autre couche par-dessus avec ta revue de littérature, mais tu sais, au final, tu sais, des fois, je pense qu'il y a du monde qui sont un peu plus, je veux pas lancer de flèches ou de quoi, mais tu sais, être passif, il y a personne qui va venir à côté de toi, ouvrir un livre et dire, hey, il faut que tu lises ça, c'est important, là, tu sais, à quelque part, il faut que ça vienne de toi, puis que c'est toi-même qui aille chercher l'information, là. Ben, comme je dis aux jeunes que je m'entorse, c'est tout le temps, il y a personne qui sait que tu existes, là, fait qu'il faut que tu te démarques, puis pour te démarquer, ben, faut que tu te mettes en valeur, faut que tu t'exposes, faut que tu sois là où est-ce que ça se passe. Puis si tu fais pas ça, ben, ça sera jamais ton tour. Too bad. Puis, tantôt, on en parlait aussi un peu, là. Ouais, je trouve que c'est vraiment cool d'être avec toi pour, genre, ramener un peu le monde du motorsport qui est comme tellement une façade, je dirais. Tu sais, moi, je le vois, puis je suis passif quand je le regarde. Je m'y intéresse, mais je peux pas mettre ma main à travers l'écran. Puis là, on dirait qu'être avec toi, je suis comme, je suis capable d'y toucher. Puis je serais curieux de savoir, mettons, la dynamique dans une écurie de Indy comme tu as fait, puis une écurie de F1, c'est un peu les mêmes choses? Genre, c'est-tu full politique? Comment ça marche, comme?
Ben, excuse, je veux juste te reprendre. Là. J'ai pas fait de Indy. Moi, j'étais en endurance. Ok. Puis, mais oui, je vais faire les courses à Indianapolis, mais j'ai pas fait de IndyCar. Excuse, je me suis trompé à ce moment-là. Ben non, il n'y a pas de problème. Je veux juste être sûr que je parle pas à travers mon chapeau, là, parce que le Indy, je le sais pas. Comment ça se passe. Gardons endurance. Il y a tellement de sortes de courses, puis je les avais regardées, là, puis je m'étais trompé à ce niveau-là. Ben, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pas mal similaire. J'ai à peine écouté Drive to Survive parce que personnellement, ça me tannait, mais je suis très content de l'effet que ça a eu sur le reste du monde parce que là, les gens s'intéressent à ce que je fais. Donc, j'adore ça. Mais oui, il y a quand même beaucoup de politique. Là. Ça dépend si tu es une équipe cliente ou une équipe factory. Okay. Dans une équipe factory, là, il y en a plus, surtout si tu es un programme comme le mien, par exemple, en ce moment, chez Meyer Shank Racing, où est-ce que c'est une compagnie privée qui se fait engager par un manufacturier pour représenter le manufacturier. Et là, ça cause certaines, je ne vais pas dire friction, mais il y a quand même la politique. Par contre, je dois dire qu'en ce moment, avec Acura, ça va super bien, mais disons avant, quand j'étais chez Corvette, puis GM engageait Pratt & Miller pour designer le châssis. Puis il y avait Pratt & Miller qui coursait la voiture aussi. Puis il y avait GM qui développait le powertrain. Mais il y a souvent une fracture entre l'équipe qui design la motopropulsion puis l'équipe qui design le châssis. Nécessairement, d'habitude, il y a de la friction parce qu'il y en a qui vont dire « faut que ton moteur fitte dans le châssis ». Puis l'autre, ils vont dire « faut que ton châssis fitte autour du moteur ». En gros. Puis il y a aussi toute une question là, d'équilibre des performances dans nos courses. Fait qu'il faut montrer juste assez de performance, mais pas trop, parce que sinon, ils vont nous rajouter de la masse ou ils vont diminuer notre puissance. Parce que si tu veux que une Ferrari course contre une 911 puis une BM M8, t'as pas le choix de faire des... C'est le même moteur, ça peut pas être le même moteur, c'est comme le même gabarit de moteur, c'est vraiment... Aucunement. Faut que la voiture soit vraiment basée sur la voiture de route. Mais ensuite, la série a dit « Ok, la Ferrari peut pas avoir une entrée d'air plus grosse que 35 mm. » Après ça, son boost peut pas être plus que tant de millibars. La BM, faut qu'elle ait un poids minimum de temps. Il joue avec les poids, les entrées d'air, les capacités d'essence pour rendre la course... pour rendre toutes les voitures en dedans de 1% de performance pour donner un bon spectacle. Donc, il y a cette politique-là qui se rajoute aussi de est-ce qu'on en a montré trop? Parce que si on est deux équipes à rouler la même voiture, nécessairement on veut battre l'autre équipe, mais si on montre trop de performance par rapport à l'autre équipe, là on vient de détruire le reste de l'année parce qu'ils vont nous donner une pénalité de performance. Donc, il y a toute cette politique-là qui se rajoute qui est pas en F1. Parce qu'en F1, le but, c'est d'aller vraiment le plus vite possible tout le temps. Mais nous, il y a ça. Puis ensuite, il y a ça, la division entre le groupe motopropulseur, châssis, puis l'équipe de course. Parce que l'équipe de course aussi, souvent, elle veut que ça opère plus rapidement que ce que le manufacturier est capable de faire. Parce que le manufacturier a des processus super précis, que ça fait des années qu'ils font, avec des gages de qualité importantes. Mais nous, en retour, on trouve que ça va pas assez vite. Puis j'ai un bon exemple. Quand j'étais chez Corvette, je faisais des updates software à la track. Je flashais l'auto, puis go, on y allait. Mais quand c'était pour le moteur, moi, je faisais le traction control à ce moment-là. Mais là, quand c'est pour le moteur, il faut que ça passe par des tests qui durent des heures et des heures, faire des release tests, puis de la documentation et tout. Fait que quand tu as un problème, l'équipe opère pas à la même vitesse que le manufacturier, puis c'est là que ça cause plus de problèmes, disons. Puis ça... Il y a un aspect que tu as mentionné qui est super cool. C'est les zones grises des règles. Tu sais, ça dit comme 35 mm, mais toi, je sais que t'es peut-être... de ce que j'ai compris, t'es moins dans le design, t'es plus dans la modélisation, puis dans je pense modélisation en général, mais / software aussi, fait que ça peut rentrer dans le software. Tu sais, tu vas exploiter les règles grises. Je veux dire, il n'y a pas le choix. L'avantage compétitif, il est là. Les premières fois que tu fais de quoi qui est un peu... précaire, là, pour pas dire sketch, là, ça doit être intimidant là, de te faire DQ juste à cause de toi. Là, tu dois... Ouais, en fait, le plus beau trophée que t'as, c'est quand ils font une nouvelle règle à cause de toi. Ah ouais? Puis ça m'est arrivé une fois, donc j'étais très fier de ça. C'est laquelle? En fait, pendant un moment, je travaillais
chez Bosch, mais j'étais en charge de tout le système qui surveille toutes les voitures pour le championnat IMSA. Donc, c'est moi qui avais codé, j'avais designé les couettes électriques, puis je m'assurais que toutes les voitures étaient conformes. Mais là, j'ai décidé d'aller dans des équipes. J'ai lâché ça. Puis je connaissais, parce qu'il y a une règle qui dit que tes pneus ne doivent pas être en bas d'une certaine pression. Parce que tous les pneus, en tout cas dans notre série, plus la pression est basse, meilleurs ils sont, mais ils ont plus de chances de se désintégrer. Donc, Michelin et la série, ils disent qu'on doit atteindre une pression minimale d'un certain niveau. Mais moi, je connaissais la résolution de leur système parce que je savais qu'il y avait la résolution en termes de bits par unité de pression. Ouais. Mais je savais qu'ils étaient incapables de détecter un demi-PSI. Ouais. Fait que nous autres, on roulait tout le temps à le 0.4 de moins. Puis ça arrondissait tout le temps supérieur. Je le savais que ça arrondissait supérieur. Pour vulgariser, là, tu savais à quel niveau de décimal ça arrondissait. Ouais. Fait qu'au lieu de viser la valeur précise, t'allais juste avant que ça arrondisse pour que toi t'aies la valeur la plus basse puis qu'il soit arrondi à la valeur limite qui était correcte. Mais le reste de tes compétiteurs, eux, ils vont à la valeur de base plus un peu pour être sûr d'être correct. Donc ça fait un plus grand écart avec nous autres. C'est quoi la règle? Comment est-ce qu'ils ont... Ils ont changé que là, en fait, ils ont tous changé le système. Ils ont dit, on se rend compte qu'il y en a qui... Parce qu'ils voyaient la différence entre les données enregistrées puis les données de télémétrie. Puis là, ils disaient on vient de se faire avoir, mais on n'avait aucune manière de leur dire qu'ils nous ont eu. Puis l'année d'après, ils ont changé la règle pour que les données downloadées étaient la référence et non les données de télémétrie. Ça s'est-tu transposé en une victoire justement à cause de ça? C'est dur à dire parce qu'il y a tellement d'autres facteurs. Mais l'autre équipe va dire c'est certain que ça nous a donné un avantage. Ok. Ah ouais, ça c'est vraiment cool. Puis justement, ça t'arrive-tu des fois d'avoir des frictions avec d'autres comment t'appelles ça, les parties de l'équipe, là, tu sais, de dire genre justement, de mettre ton point sur la table un peu puis de dire c'est une même qu'il faut faire. Tu sais, ça vient-tu chauffer des fois les arguments? C'est sûr. Ah ouais? C'est sûr, puis ça arrive. Je peux pas dire régulièrement, là, mais nécessairement, là, quand tout le monde est fatigué, tout le monde est stressé, on fait des courses de 24 heures, donc je peux passer 40 heures réveillé. Je peux te dire qu'à la fin de la course, un rien effleure tout le temps du mauvais sens quelqu'un. Donc oui, ça arrive, mais ça dure pas longtemps. Puis parlons-en de ces courses-là. Là, toi, c'est pas le Daytona, c'est le Man 24 heures que tu fais? Je fais les deux, en fait. Tu fais les deux, ok, c'est ça. Ouais, j'ai fait 3 fois les 24 heures du Mans chez Corvette. Puis ensuite, là, je vais être à mon 8e 24 heures de Daytona en janvier. Puis pour nos auditeurs qui savent pas c'est quoi, là, explique-nous dans ça, c'est quoi une course de 24 heures, c'est quoi? Ouais, en fait, dans les courses de 24 les courses d'endurance, il y a tout le temps 4 catégories sur la piste. De la catégorie, la top catégorie de prototype. Ces années-ci, en ce moment, ça s'appelle GTP. C'est dans la catégorie dans laquelle je compétitionne cette année. Ensuite, tu as LMP2, qui est une autre catégorie de prototype, mais juste un petit peu moins rapide. Les LMP2 sont tous pareils. Nous, on a toutes des architectures différentes, puis on est hybride. Puis ensuite, il y a les 2 catégories de GT qui sont des Porsche, des Ford, des Ferrari, bref, toutes les GT3. Mais il y a une catégorie pro puis une catégorie amateur. Ça, c'est les 4 catégories. Donc, on est une 60aine de voitures sur la piste à ces courses-là. Puis, Le Mans, c'est de 3h l'après-midi à 3h l'après-midi le lendemain. Tandis que Daytona, c'est d'1h30 l'après-midi à 1h30 le lendemain. Puis, c'est 24 heures là, que les ingénieurs, ils dorment pas. Dans le fond, pendant ces 24 heures-là, l'auto à la piste tout le temps, genre. Sans arrêt. Puis il faut juste que t'aies plus de tours que l'autre à la fin, dans le fond. À la fin, évidemment, il y a le drapeau Damier, pas Damier, c'est ça? Damier, c'est ça, le drapeau à Damier. Quand tu passes le drapeau à Damier, il faut que tu sois le premier à le passer, dans le fond. Ouais, en fait, c'est des courses de temps. OK. Donc, quand ils voient que tu traverses, que le leader de la course traverse la ligne de départ-arrivée, puis qu'il reste moins de temps que le temps moyen au tour qui a été fait, ils mettent le drapeau blanc pour dire ça va être le dernier tour, c'est certain. Puis là, après ça, il finit ce tour-là, puis une fois que le premier de la course traverse, là, tout le monde traverse le drapeau à damier
puis c'est comme l'état final de la course. Puis les voitures, on est obligé là, d'avoir au minimum 3 pilotes, parfois 4. Ça dépend des équipes. Ça quand même, c'est un peu récent parce que tu sais, toi, je veux pas dire que c'est moins grave, là, mais tu sais, il y a plus de danger. Là, c'est ça, exact. Tu sais, à quelque part... Ils n'ont pas le droit de conduire plus que 4 heures dans une période de 6 heures. Ok. Tu prends une période de 6 heures, puis tu la déplaces là, en continu dans la course. Puis dans cette 6 heures-là, ils n'ont pas le droit de faire plus que 4 heures. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Puis t'as-tu remporté le trophée dans une de ces courses aussi? Enfin, j'ai essayé de suivre, honnêtement, là. Puis ouais. Il y a tellement d'écuries que t'as faites, de courses que t'as faites, puis d'autos différentes, que c'est tellement difficile de répertorier ce que t'as gagné ou pas. Puis je sais que t'as quand même eu beaucoup de victoires, là. Ouais, ben, chez Corvette, là, 2016, 17, 18, on a gagné les championnats des pilotes et des manufacturiers et équipes chez Corvette. Ensuite, après ça, quand je suis allé chez Bosch, j'étais plus dans des équipes. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé de ce que j'ai fait là, mais il y a d'autres choses. Parlons-en, justement, continue là-dessus. En fait, chez Bosch, j'ai fait... Mon premier projet, c'était la simulation pour le groupe motopropulseur hybride pour le WEC, qui est le championnat d'endurance mondial, IMSA, qui est le championnat d'endurance aux États-Unis, puis on essayait de faire IndyCar, puis aussi le WRC, qui est le rallye. Puis là, on essayait de prouver avec la simulation à ces championnats-là qu'ils devraient prendre notre système pour que ce soit le système hybride pour toutes leurs voitures. Mais adapté, c'est sûr, à certaines séries, là, parce que le WRC n'a pas besoin de la même chose qu'IndyCar. Là. Et finalement, on a gagné l'appel d'offres. Donc, en ce moment, le groupe motopropulseur hybride qui roule dans la voiture sur laquelle je travaille, c'est celui que je simulais là, en 2017. Ah ouais. 2019. Puis non, mais là, moi je me demande tout le temps, parce que tu sais, dans ma tête, simulation, là, c'est comme... c'est très jeu vidéo-esque. Tu sais, dans le sens que c'est comme réalité virtuelle. Mais tu sais, à quelque part, au final, quand tu vois ça, c'est genre, tu mets plein de paramètres, puis ça se fait gober par un script, puis ça ressort d'autres paramètres de l'autre bord. Tu sais, ça se traduit comment, toi, la simulation, puis ça ressemble à quoi, les intrants, les extrants? Puis tu sais, je pense que après ça, en sous-question, on se dirigera aussi vers la modélisation des pneus, admettons, mais justement, ça ressemble à quoi de la modélisation? Sur quel logiciel, même? Bon, il y a différents types, là, je te dirais. En course, il y a ce qu'on appelle lap time simulation, fait que c'est vraiment de l'optimisation de temps autour. Donc, ça, c'est vraiment un type. Tu peux le faire soit quasi statique ou dynamique. Dans un modèle dynamique, là, tu mettrais des amortisseurs, toutes des choses qui varient dans le temps. Là. Tandis que l'autre, tu fais plus comme une masse fixe. Ouais, c'est un régime permanent. Ouais, c'est ça. Semi, ouais. Ok. Donc, c'est un peu plus simple, mais tu peux en faire plus rapidement. Donc, on utilise ça plus souvent pour faire des études de sensibilité. Ok. Ensuite, tu as un niveau qui est plus simulation de système. Donc là, par exemple, quand tu fais une voiture de route, là, ils font beaucoup tout ce qui est thermique pour savoir, OK, comment je dimensionne mon circuit d'eau, mon circuit d'air, mon air climatisé, mon échangeur de chaleur, parce que dans une voiture de route, il y a comme 3 niveaux de température. Tu as niveau batterie, niveau... sur une voiture hybride, moteur à combustion, puis après ça, comme de l'air de la cabine. Fait que c'est 3 paliers de température, puis si on est en dehors de ces paliers-là, l'efficacité elle devient vraiment mauvaise. Donc, comment je fais pour agencer tout ça ensemble, puis si, disons, je suis au gaz au fond en montant une côte, est-ce que ça va être capable de refroidir tout, par exemple? Donc là, il y a des cas, là, ils font des études de cas là, très précis, avec des manœuvres précises, puis ils font ça. Ensuite, tu as la simulation qui est plus dynamique de véhicule, puis que là, des fois, ils font des rendus 3D de ça aussi. Donc, ils vont faire les manœuvres d'évitement d'orignaux, par exemple. C'en est un qui est très populaire. Donc là, ils essaient de modéliser vraiment toute la physique de la voiture, toute la suspension pour voir s'il va être capable de faire la manœuvre en simulation avant de mettre un humain dedans. Je comprends. Puis finalement, le dernier niveau de simulation, ça c'est comme dans ma maîtrise en fait, c'est que tu travailles sur un simulateur complet là, avec un pilote, un comme cockpit, un simulateur de vol. Ouais, exact. OK. Mais là, on le fait en voiture. OK.
Puis crime, on voit qu'il y a vraiment différentes architectures. Puis sur la deuxième, admettons, là, je pense que c'est elle qui me pique le plus ma curiosité. C'est, dans le fond, il faut que tu répertories les équations pour tout ce qu'il y a dans ton système. Fait que c'est comme si, admettons, on mettait une petite boîte imaginaire autour de l'auto. On disait, bon, la suspension, c'est telle équation en fonction du temps, elle a tel paramètre. Le châssis, il y a telle rigidité, dépendamment des forces, c'est ça en fonction du temps. Les pneus, c'est ça en fonction du temps. Fait c'est de répertorier toutes ces équations-là. On prend les intrants, qui vont être le temps, mettons, puis les conditions initiales. Puis à partir de ça, on essaie de résoudre les équations, puis de rendre un peu les équations toutes les plus contantes possibles. Je mets ça entre guillemets pour que, tu sais, essayer que ça réponde le plus possible à chaque équation. Puis après ça, on regarde en fonction de ce résultat-là, c'est ça l'extrant. Ça le décrit-tu bien, tu sais, vraiment? C'est carrément ça. Okay. Mais il y a des logiciels qui t'aident à écrire les équations dans l'arrière-plan, là, parce que sinon, tu finis plus d'écrire des équations différentielles impossibles à résoudre. C'est ça que je me disais. Donc là, en fait, le rôle de l'ingénieur à ce moment-là, c'est de s'assurer que, que les équations, tu les regardes pas en soi, mais que les résultats sont censés, que les systèmes de coordonnées sont tous dans le bon sens. Ouais. Les unités sont bonnes. Okay, c'est comme la grosse base, mais c'est vraiment important parce que si tu mets... Devil is in the details. Ouais, mais je voulais dire quelque chose comme bullshit in, bullshit out. Là, mais... Oui, non, mais c'est carrément ça. Là. Surtout en simulation, on l'entend souvent. Là, puis maintenant, avec les logiciels haut niveau, tu sais, tu mets n'importe quoi in, je veux dire, ça va le résoudre. Fait que n'importe qui est capable de faire de la simulation maintenant avec ces logiciels-là, mais... Puis quand tu dis études de sensibilité, admettons, en quoi ça se transpose à la course, tu sais, c'est comme, dans le fond, vous faites la simulation, tu joues un petit peu avec un paramètre, puis tu regardes si la sortie du modèle va varier beaucoup. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est souhaitable ou pas souhaitable? Ça dépend. OK. Ça dépend vraiment. Fait que, par exemple, on peut faire une analyse de vitesse maximale dans la ligne droite. Parce qu'à Daytona, c'est vraiment important d'être vite parce que la ligne droite est extrêmement longue. Donc, si tu as 1 km/h plus lent, ben, tu es 10 mètres à 20 mètres en arrière au bout de la ligne droite. Donc, tu perds des positions. Mais ensuite, tu veux voir, OK, si j'augmente ma vitesse de temps en changeant l'appui aérodynamique, ben, dans la section lente, combien de temps je vais perdre parce que je vais avoir moins d'appui, fait que je vais déraper plus dans mes virages lents. Puis on veut voir, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus de gain, mais il faut que tu trouves le point là, où est-ce que ça se croise, en fait. Comme dirait Toto Wolff, là, c'est... It's only the clock that talks. Il dit quelque chose de même, là, il dit genre, at the end of the day, you have to be... you have to the closest stopwatch. Genre de quoi de même, là, que tu sais, au final, quand tu fais des simulations, dans le fond, t'intègres quasiment tout le temps. Ben, c'est pas l'intégrale, en fait, là, c'est carrément le temps. Tu regardes celui qui a le plus de temps. Puis, tire modeling, là, pour tous ceux qui écoutent la F1 et tout, là, puis qu'on parle de stratégie, fais-moi un 101. Pourquoi c'est important de modéliser les pneus, puis en quoi dans la course automobile, c'est comme si crucial. Là, tu parlais tantôt là, de la résolution de je sais pas, ça va être quoi, de 0.01, mettons, kPa dans un pneu, ça peut faire une différence. Parle-moi de cette science-là, je veux en savoir plus. Bon, je suis pas un spécialiste là, du tire modeling, mais en gros, il y a différents modèles mathématiques pour les simuler. En F1, surtout, c'est super crucial parce qu'ils font exprès pour dézonner des pneus qui, après un certain moment, ils perdent la performance, mais drastiquement. Donc, si tu dépasses d'un tour, si tu viens de perdre 3 secondes dans ton tour, t'es mort parce que la F1, c'est comme ça. Nous, en endurance, c'est moins drastique, mais c'est quand même important parce qu'on se rend compte à quel point les 2, 3, 4 premiers tours, la quantité d'énergie que tu mets dans tes pneus fait varier drastiquement la longévité de ton pneu. Donc, on est mieux de rouler moins vite en début de stint, en tout cas, en début quand tu as tes pneus neufs, pour ensuite les monter plus lentement en pression puis en température, puis ensuite ils vont durer, si tu fais la moyenne des temps autour de tous tes tours, ça va être plus faible comme ça, ben, ce qui est mieux en course. Oui. Contrairement à si tu vas super vite ton premier tour, que tu gagnes 3 secondes là, mais tu vas perdre 20 secondes à la fin parce que tu n'auras vraiment plus de grip. Donc, c'est important de savoir c'est quand être capable de modéliser tout ça en simulation aussi parce qu'on fait des simulations sur la durée de la course, pas juste, surtout en stratégie. Donc, ils veulent savoir c'est quand qu'ils pensent que le pneu va se dégrader.
Puis ensuite, ben, il y a des équations, il y a des modèles thermomécaniques. Ça, c'est probablement le dernier, le NEC Plus Ultra que Michelin développe. Donc, on mesure les températures de pneus en temps réel sur la voiture, on mesure les forces sur les pneus, puis ensuite, on essaye de faire un modèle mathématique qui va dire l'état du pneu. Qui va dire l'état du pneu. Puis là, ensuite, quand on va dans le simulateur, on peut dire, OK, ben moi, je veux un pneu froid, fait qu'il va changer son comportement en fonction des pneus froids ou des pneus basse pression ou haute pression pour pratiquer les tours quand tu sors des puits, parce que tu peux perdre beaucoup de position, surtout quand il y a un drapeau jaune, là, tu peux... puis là, la safety car, elle rentre au pit, puis là, tout le monde sort des pits en même temps. Là, tu peux perdre énormément de position si t'es pas bon. Fait qu'on fait pratiquer les pilotes en premier en simulateur, puis ensuite sur la piste. Puis, tu sais, une colonne d'eau, c'est 1 mètre ou 2 mètres. Je sais pas trop, là, je dis des exemples, là, mais tu sais, une table, ça mesure 3 mètres ou 4 mètres. Comment tu fais pour caractériser la performance d'un pneu? Tu sais, dans le sens qu'au final, tu sais, c'est tellement abstrait dans le sens que, tu sais, c'est par sa dégradation, comment est-ce qu'il chip. Tu sais, c'est peu tangible, je trouve, tu sais, dépendamment de chaque usure est différente. C'est comme un peu un modèle chaotique, là. Comment tu fais pour gérer ça puis mettre une métrique de performance? Et oui, à la fin, ça se traduit en lap time, là, mais comment je faisais ça? C'est quoi la métrique vraiment qui dit qu'un pneu est rendu bon ou pas? Tu sais, ça peut pas être juste sa température, ça peut pas être juste sa pression. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la quantité d'énergie par tour qui est mise dans le pneu. Donc, on calcule la quantité d'énergie totale qui a été mise dans le pneu. Puis ensuite, on regarde les temps autour. Puis, il est quand même capable de voir une dégradation. Mais ce qui est difficile, en revanche, c'est est-ce que c'est l'effet de ne plus avoir d'essence dans l'auto qui fait que ça compense pour la perte d'adhérence de pneus. Donc là, on fait des tests. Des fois, on fait des pneus usés avec une tank pleine, par exemple, pour voir la différence de performance entre tank pleine, pneu neuf, puis tank vide, tank pleine, pneu usé. Ben là, on sait que c'est ça la sensibilité. Fait qu'on fait des tests là en piste pour savoir ça. Puis à quel pourcentage de tout ce que tu fais ça revient juste à genre le chauffeur à la fin de la journée, tu dirais? Tu sais, admettons, tu disais tire management, là, c'est une stratégie, mais c'est pas une certitude, là, dans le sens que tu peux pas... c'est pas un ordi qui contrôle la voiture, là, c'est un pilote à la fin de la journée, là. Comment est-ce que vous jonglez avec ça, les ingénieurs? Ben, c'est une excellente question, puis encore une fois, ça dépend. Parce que... selon le niveau de course, la F1, l'endurance comme je suis ou la IndyCar, les pilotes sont très haut niveau, sont très répétitifs, là, il y a très peu d'écart type dans leur temps autour, donc tu peux te fier sur eux, puis ils sont très sensibles en général. Mais plus tu descends de catégorie, plus que c'est difficile d'isoler un changement de paramètre versus le pilote qui est pas capable de faire un tour dans le même dixième, là. Tu te perds dans le bruit. Donc, au bout de la ligne, quand c'est des pilotes un peu moins expérimentés, comme j'ai fait cet été, tu tournes la voiture t'ajustes la voiture pour que le pilote se sente en confiance plus que pour la performance de la voiture. Parce qu'une voiture qui est proche de la limite de la performance va être ultra rapide, mais si tu as peur de la conduire, tu vas aller lentement. Donc, t'es mieux de mettre une voiture qui est plus facile à conduire puis qui donne confiance pour aller plus vite. Tu sens F1 aussi, parce que tu sais, on regarde, admettons Red Bull, puis il y a Max Verstappen qui est tout le temps, qui pète absolument, ben là, tout ce qui bouge, tu sais, je veux dire, en ce moment, à mon humble avis, c'est le meilleur chauffeur qu'il y a en ce moment sur la ligne. Puis t'as Sergio Perez, son coéquipier, qui a, entre guillemets, la même voiture, puis qui fait pas du tout de performance. Dirais-tu qu'ils vont dans cette direction-là aussi, eux autres, dans leur choix de design? Ouais, souvent, c'est ça. C'est qu'ils font une voiture un peu trop survireuse. Puis ça prend des réflexes super aiguisés. Puis on va se le dire, Perez, il s'en vient un peu vieux. Donc ça se pourrait que ça soit ça. Tu regardes la saison avec... cette année, t'es-tu un peu déçu que McLaren n'ait pas réussi à gagner au-dessus de Red Bull? Ou ben... Tu penses que Red Bull le mérite? Tu veux-tu pas te prononcer aussi? C'est bien correct. Non, mais j'ai pas de parti pris, en fait. Moi, j'aime juste quand les courses sont le fun. Il y en a eu des le fun, mais il y en a eu des plates. Oui, c'est ça c'est ça qu'on reproche beaucoup à la F1, puis avec les voitures qui sont rendues vraiment grosses aussi, qui sont super longues puis élancées, là, fait que, tu sais, dans les coins,
c'est tellement rendu difficile, j'ai l'impression de comme se faufiler un petit chemin parce que la voiture prend carrément toute la place. Puis en plus, avec leur règle d'Apex, que si t'arrives en premier, tu l'as comme gagné, fait que tu peux pousser l'ordre de la piste. C'est pour ça que tu devrais regarder de l'endurance. C'est ça, hein? Puis justement, de l'endurance, parlons-en, par où est-ce que je devrais commencer pour regarder ça? YouTube. YouTube? Il y a NBC Sports qui nous diffuse, mais c'est pas tout le monde qui l'a au Québec surtout. Mais il y a aussi sur le site de IMSA, il y a IMSA TV, IMSA.tv, je pense qu'ils l'appellent, mais quand tu vas sur le site là, imsa.com, tu peux le regarder live, puis ça t'amène un lien YouTube là, d'habitude. Puis là, moi, mettons, là, je te dis, je veux regarder ta prochaine course, puis je te promets que je vais le faire. Là. Ouais. Comment est-ce que je fais? Je vais où, sur quel site, puis je cherche quelle écurie? Tu vas aller sur imsa.com, il va avoir, tout de suite en arrivant, quand c'est la semaine de la course, tu vas voir IMSA TV juste dans le haut de la page. Ouais. Tu cliques là-dessus, puis tu regardes pour la voiture 60, qui est en GTP, qui est une Acura. Ok. Fait que je vais noter 60, Acura, GTP. Nice. Puis c'est quand votre prochaine course? C'est à la fin janvier. Ok, fin janvier. Ouais. C'est sûr que je vais regarder ça. C'est les 24 heures de Daytona. Puis tu me dis, là, ok, c'est le 24 heures de Daytona. Ok, ouais, c'est ça. Je vais regarder des bouts, là. Je te mentirais pas. C'est vrai. Mais honnêtement, là, les courses d'endurance, c'est vraiment plus le fun pour les spectateurs. Surtout que vous pouvez venir toucher les voitures, vous pouvez venir dans un garage, je peux vous faire visiter les pits. Je veux dire, c'est pas sécurisé comme la F1. Donc, ça fait une pas mal plus de belle expérience, puis ça coûte une fraction du prix aussi. Ouais, ok. Ben, crime, c'est le fun, je trouve, d'en parler de ça, parce que, tu sais, justement, tu l'as super bien dit tantôt, il y a un engouement autour de la F1, mais à quelque part, ils ont un peu je vais pas dire un spotlight non mérité, mais il y a des alternatives que le monde, il réalise pas, qui aurait peut-être plus de fun à regarder. Ça, tu sais, si on est accroché sur la F1, ils ont quelque chose. Puis à travailler aussi. Pas Oui, juste à regarder, mais si tu veux travailler en course, il y a bien d'autres opportunités. Abordons ça tout de suite. T'es officiellement un mentor, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu fais du mentorat, ça se dit mieux, je trouve. Tu fais du mentorat pour l'Ordre des ingénieurs, puis tu me disais, dans le fond, c'est pour guider des gens à entrer dans le motorsport engineering, c'est bien ça? Pas tout à fait. OK. Ben en fait, il y a le programme de mentorat à l'Ordre, je pense qu'il est terminé, ils en font plus. Ils font le programme des ambassadeurs, donc j'ai fait plusieurs activités avec les ambassadeurs. Mais via ce groupe-là, j'ai rencontré des jeunes, puis je les mentore de mon temps personnel en dehors de l'Ordre des ingénieurs. Dont une, Anne-Sophie, que ça fait 2 ans, elle était au secondaire quand elle m'a contacté, puis maintenant elle a travaillé dans mon équipe de course cette année. Là, donc j'aide ceux que je peux aider. C'est le fun, tu peux parler en français des fois un peu pendant... Ouais, ben là, de plus en plus, l'équipe dans laquelle je suis, on est majoritairement des francophones, en fait. Ah ouais, puis t'imagines, francophones, c'est pas des français, la manière dont t'en parlais tantôt. Ah oui, il y a beaucoup de français. Ah ouais, il y a beaucoup de français. Ouais. Puis sont-ils bons à engineering, là, ou ben eux autres, c'est des exceptions? Non, ils sont bons, eux autres. OK. c'est quand ils n'ont pas d'expérience, je parlais plus. Ouais, je comprends. Avec l'expérience, ils deviennent bons. Je trouve que c'est important de mettre ça en perspective, puis de faire apprécier au monde qu'on a des bonnes formations ici. Fait que, tu sais, des fois, quelqu'un, il trouve ça difficile, ben, c'est une bonne affaire, là. Tu sais, de comme, pas se faire donner tout cru dans la bouche, de te faire dire, hey, t'es beau, t'es bon, tu sais, c'est de faire dire, Nick, tu souffres, tu vas être bon. Pas nécessairement, là, évidemment, je l'extrapole, mais tu sais, je trouve que c'est fun à mettre en perspective, puis je pense que ça motive vraiment le monde de savoir qu'on a des bonnes formations, là. On n'a pas à être jaloux des autres, là. Ça, c'est vraiment, vraiment hot à savoir, puis parlant d'être jaloux, pas nécessairement d'être jaloux, mais toi, mettons, si t'avais voulu rendre le monde encore plus jaloux, puis faire des cours à l'université que t'as pas fait, y en a-tu de ça, ou ben, mettons, t'es quand même satisfait de ton parcours en général, ou ben, tu sais, je vois que t'es full dans le software engineering, t'es dans la modélisation, t'es dans l'électronique, t'aurais-tu, ben, tu sais, t'as fait le parcours robotique, tu m'as dit, là, mais t'aurais-tu approfondi encore plus avec des cours de génie logiciel, ou... Ouais, ben, en fait, il y avait très peu de cours de commande puis de Simulink en soi, parce que toute l'industrie automobile code en Simulink. J'ai travaillé en Allemagne comme codeur sur des boîtes de vitesse, mais je l'ai appris par moi-même, par plaisir. Mais tout ça avait commencé avec le cours ici de modélisation, mais je trouvais qu'à ce moment-là, il manquait de ça. On n'était pas assez avancé là-dessus, mais avoir maintenant tous les robots dans le sol de l'université, d'après moi, ça a changé. Oh oui, pour avoir des robots. Puis t'avais-tu fait le cours de mécatronique, toi, Alain Quirodo? Ouais, exact. Ah, ça, c'est tellement drôle parce que les 3 derniers que j'ai fait, c'est Alain Quirodo. Fait qu'évidemment, on en a parlé. Après ça, Étienne Douville qui disait que c'était le cours qui a changé sa vie. Comme. Puis j'imagine
toi aussi, à quelque part, c'est sûr que tu as Ouais, c'était le cours le plus fun que j'ai fait. Bon, là, tu vois, là, je suis content là, d'entendre ça parce qu'ils sont juste 8 cette année dans le cours. Je programmais des courbes là, avec mon robot au lieu de faire des lignes droites. Juste par plaisir, c'était me casser la tête, mais c'était le fun. Puis, puis tu dirais-tu que ça a eu une influence justement dans ton niveau d'électronique quand t'es arrivé après ça par rapport aux autres que tu... Ouais, ben tu sais, je t'avais dit que ma maîtrise c'était l'année la plus facile de ma vie. Ouais. Ben, pendant que je faisais ça, je m'étais acheté le kit de départ d'Arduino, puis dans ma chambre, tu montais des projets. les soirs, je faisais du Arduino pour apprendre à coder, puis tu sais, tu fais le projet, mais là après ça, tu l'amènes à un autre niveau. Tu sais, c'est une bonne base, mais tu sais, comme un piano à 3, là, ben tu sais, tu peux faire à 3 boutons, mais là tu peux rajouter des boutons, puis faire que si t'en pèses 2 en même temps, ça fait d'autres choses. Tu sais, il y avait des... J'allais plus loin, puis c'est ce qui m'a permis d'avoir ma job en Allemagne ensuite. Là. Ah ouais, ok, ça c'est vraiment hot là. Fait que ça veut dire que sans le cours de mécatronique, t'aurais... Ben, je vais pas dire que tu l'aurais pas eu, mais... Ben ça l'a influencé beaucoup, parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment du plaisir à faire ça. Ah, du plaisir aussi. Parce que moi, le design mécanique, je trouvais ça complètement emmerdant. Mais, ceci étant dit, j'imagine que tes notions de mécanique, tu dois être content de les avoir, là, parce que, tu sais, ah ben, c'est certain. Qui combine du bon mécanique à du bon électronique, pour citer Alain, là, t'as tout, là. Ben, définitivement, là, quand j'étais chez Corvette, puis j'ai designé toute l'électronique de la C8R GTLM, ben, il a fallu que je fasse partie de l'équipe de design, puis c'est moi qui faisais toute l'intégration des capteurs dans la voiture. Donc, je m'assoyais avec les dessinateurs, puis les ingénieurs qui designaient le châssis, puis la carrosserie, puis tout ça, puis je m'assurais que les capteurs étaient installés comme il fallait, à l'endroit qu'il fallait, puis qu'ils allaient mesurer la bonne chose. Donc, je faisais partie quand même du groupe de designers. Mais wow. Je m'occupais de toute l'électronique, puis toute l'intégration, là, des communications, des écrans, des capteurs, des enregistreurs de données, des logiciels, puis l'interface avec le manufacturier. Dirais-tu que c'est ta plus grande force, la polyvalence? Puis je sais que c'est drôle, j'ai l'air de tout le temps parler de ça, mais Alain dit, un des trucs qui tripe en ce moment, qui voyage, je pense que ça se donne à Waterloo, c'est ingénieur système, qui est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement ici, là, mais toi, t'as l'air d'être carrément un ingénieur système, là, puis moi, à tout petit niveau, là, mais dans l'avion aussi, je me suis pas mal là-dedans, tu sais, bien connaître l'aéro, mettre de l'électronique là-dedans, puis tu sais, un peu comprendre tout, mais surtout être bon pour juste en comprendre assez pour les assimiler ensemble, là. Dirais-tu que c'est ça ta force, puis à la limite, ce que tu aurais fait à l'université si t'avais pu? Définitivement. En théorie, c'est ça que je fais, là, ingénieur système, mais personne ne sait c'est quoi ici. Mais ouais, effectivement, tu comprends tous les différents systèmes. Puis ben, le bac, il fait un peu ça, en fait, hein, parce que tu fais de la thermodynamique, tu fais les éléments de transmission de puissance, tu fais de la dynamique, de la statique, tu sais. Mais rien qui combine des vrais ordinateurs ensemble, là, puis des capteurs, puis des... Déboguer des trucs. Déboguer des trucs. Mesurer des tensions en génie mécanique, on le fait pas bien, disons. Ouais, non, exact. Ça, puis ou sinon, mesurer de quoi, puis te poser la question si t'as mesuré de quoi qui fait du sens ou pas, parce que moi, je peux facilement, tu sais, c'est une affaire que je dis souvent, là, je peux facilement te prouver que la gravité est égale à moins 42 mètres par seconde carré. Je peux très facilement faire ça, là. Puis, tu sais, je dis, ça... Évidemment que c'est pas bon, mais tu sais, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment le fun, la mesure. Puis, ben, je trouve qu'on a quand même passé par plein de places super intéressantes. Y a-t-il d'autres choses, toi, que t'aurais aimé ça ajouter, ou... Ben, j'ai aussi fait de la Formule E, mais ça, c'était juste du logiciel. Ah, ouais. C'était complètement logiciel. Je faisais juste faire toute la structure de couple aux roues en Simulink. T'as fait de la Formule E, ça, je savais pas ça. Ah, fait ouais. Tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on se dit, en génie mécanique, tu peux pas faire ça, parce que c'est logiciel ou c'est de l'électrique, mais non. Fait que, tu sais, arrêtez-vous pas à votre bac, finalement. Tu sais, vous pouvez toujours aller plus loin si vous avez des intérêts clairement poussés vers ça, parce que vous allez avoir plus de plaisir, puis ça va devenir tout plus facile. Puis dirais-tu, admettons, quelqu'un qui... Comment je posais ça? Admettons, moi, ok, je vais prendre un exemple concret, ok? Je suis un étudiant qui est en génie mécanique, qui aime ça, mais qui tripe quand même vraiment aussi sur justement designer toutes des affaires qui bougent, qui robotiques, n'importe quoi. Puis là, je me dis, j'aurais dû aller en génie électrique, avoir su, là, puis de dire, aller en génie électrique. Je passais par là. Puis, avec la rétrospective, t'en dirais quoi de ça? Ça change rien. Ça change rien, hein? Ben, peut-être que je me trompe, là, parce que j'ai jamais travaillé au Québec. Tu sais, là, je travaille de la maison, mais je travaille pour des compagnies américaines. Mais
je trouve que quand tu lis les descriptions d'emploi au Québec, ça semble très restrictif. Puis c'est peut-être par mesure de protection du public là, à cause de l'ordre. Mais disons qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins pris en carcan. Mais peut-être que c'est le cas au Québec aussi, puis je suis juste pas au courant parce que j'ai jamais travaillé. Mais j'ai l'impression qu'on est... C'est plus large, disons, aux États-Unis. Tu peux plus t'aventurer dans la limite, disons, de génie mécanique. Ben, le contrôle, c'est moitié mécanique puis moitié électrique, là, ou bien logiciel, dépendant de quel bord tu vois ça. C'est un triangle, finalement. Ouais. Fait que ça, c'est... Finalement, ça change rien quand tu te mets à prendre l'expérience puis à toujours vouloir faire les projets qui sont en rapport avec ton intérêt, tu vas finir par t'y rendre. Ça va peut-être un peu plus long que si tu avais fait un autre bac, mais c'est moins long que faire un autre bac. Ça, c'est clair. Puis aussi, un des segments, le deuxième segment signature de Génie, c'est à propos de l'équilibre, du bien-être, de l'épanouissement aussi, je dirais. Puis moi, je te sens super comme flamboyant. Tu n'arrives pas là avec les cernes, puis tu te dis, hey, je suis plus capable de ça. Au contraire, je trouve que c'est... Puis tu me disais que tu faisais beaucoup de sport, d'activités. Parle-moi en donc un peu de ça. Ouais, ben, tu sais, je reste à Saint-Fériol, donc nécessairement, je fais une 60aine de jours de ski par hiver, puis... Fait que dans le fond, t'es fait tout. Parce que... Ouais, j'essaye. Même des fois, j'en fais juste 1 heure sur le midi, mais au moins c'est 1 heure. Là, ouais. Ben, cette année, ça va être un peu différent. Là. Je travaille temps plein. Les 3 dernières années, je m'étais pris des contrats, disons, à 150 jours par année, donc ça me donnait quand même beaucoup de temps libre. Là. Mais là, cette année, mon nouveau client il voulait absolument que je fasse temps plein, fait que j'ai décidé de dire oui, parce que c'est une belle opportunité là, d'être dans la catégorie la plus élevée. Mais ouais, beaucoup de ski, ski ou snow, là, ça dépend des conditions. Cassé glacé, je me suis acheté des skis de course, puis sinon je fais de la planche. Sinon, beaucoup de vélo de montagne. Ah ouais. Puis récemment, j'ai commencé le wing foiling. Hey, ça c'est cool, t'as fait ça à Baie-de-Beauport? Hein? Ouais. Hey, c'est cool, ça, je suis allé en faire aussi. C'est tellement dur. Hey, c'est fou, hein? Dans tous les sports de planche que j'ai fait, c'est définitivement le plus dur. Puis moi, c'était juste la planche à voile. Toi, si tu parles du wing foil puis tout, là, genre, ça doit être... Je peux même pas imaginer. C'est vraiment difficile. Moi, c'est là que je dirais le plus, là, l'apprentissage de PID, il est comme là, parce que tu sais, tu mets ta voile pour prendre du vent, fait que là, ça te fait une force, fait que là, il faut que tu te penches par en arrière pour l'équilibrer. Mais en même temps, s'il n'y a plus de vent, il faut que tu te rapproches comme à la même vitesse que la force diminue, là, fait comme... Faut full que tu sois en symbiose avec ta voile, puis là, après ça, toi, il y a un autre degré de liberté. Hey, ouais, puis ajoute la planche, parce que plus tu vas vite, plus elle lève. Ah non, c'est ça. Ta face descendre, ouais, c'est vraiment difficile. C'est ça, c'est comme des ingénieurs système, mais appliqué au sport. Là. Faut que tu comprennes tout en même temps. Là. Exact. Vraiment, puis on y a un peu répondu, mais je trouve que c'est le fun de le mettre de manière formelle. Là. Ton meilleur conseil pour un étudiant ou un jeune qui voudrait aller dans le motorsport engineering, mais qui sait pas par où commencer, c'est quoi ton conseil? Va aux courses, puis essaye de te faire des contacts, puis offre tes services. Puis ça peut être aussi simple que juste t'occuper de la bouffe, surtout dans les catégories plus basses, là. Tu sais, cuire les hamburgers pour l'équipe, là, ça peut être... Puis après ça, aller chercher de l'eau ou du Gatorade, là, ça te met dans le bain, tu te mets à rencontrer tout le monde, puis éventuellement... tu serais-tu payé pour faire ça, la personne qui veut le faire? Ben, des fois oui, des fois non, mais ça dépend. C'est à toi de mettre tes limites, puis dire ce que tu veux, à quel point. C'est sûr que, tu sais, au début, de faire un petit peu de bénévolat, ça l'aide à démarrer les choses, parce que les plus petites équipes, ils ont moins de budget. Sinon, moi, ce que je propose souvent aux jeunes ingénieurs, aux jeunes ingénieurs en devenir, ou ceux qui ont gradué, puis tu sais, c'est ça qui est arrivé avec Anne-Sophie aussi, parce qu'elle va être ingénieure, c'est même... On est tous quand même bons en électronique là, de base. Tu es capable de faire marcher un stéréo puis de brancher ta Switch. Là, je veux dire, c'est pas compliqué. Un aux cord, ça va dans un trou de aux. Je veux dire. Donc, c'est quand même facile. Donc, d'essayer de prendre le rôle d'électronique dans les plus petites équipes puis d'acquisition de données pour downloader les vidéos, downloader les données. Ça, c'est la job d'entrée en ingénierie. Ça l'ouvre beaucoup de portes parce que il y a plein de gens un peu plus vieux qui sont pas à l'aise avec ces choses-là. Donc, c'est une bonne porte d'entrée. Puis sinon, normalement, quand t'es ingénieur, t'es bien organisé. Être en charge des pneus, surtout en endurance, on va passer 26 sets de pneus pendant la course. Là. Puis de 8 sets de roues, mais faut
tout le temps que tu as les bons pneus montés à un bon moment, à la bonne place, avec les bonnes pressions atteintes. C'est beaucoup de gestion. Beaucoup de coordination. Là. Exactement. Puis si tu roules 2 voitures, ben tu as 2 ingénieurs qui te disent... C'est quand même beaucoup de choses, mais c'est dans le fond, c'est pas très compliqué si t'es bien organisé. Le feu de l'action, ça prend juste une micro-erreur, puis ça se propage. Là, oui, ça fout le bordel. La moindre petite erreur est fatale. Il faut que ce soit un parcours qui est nickel de A à Z. Là. Mais souvent, c'est comme... Surtout dans les plus petites équipes, c'est comme le chauffeur de camion qui s'en occupe, puis ça y tente pas tant, puis... Fait que, tu sais, dans les courses, dans les séries d'endurance, là, être la personne de pneu, ça peut être une bonne manière d'entrer... Même si t'as pas fini tes études, là, tu peux aller faire ça parce que si t'es super organisé, tu vas faire une différence monstre. Ça a été une interview que j'ai adoré faire. Ça a été vraiment agréable. Merci beaucoup d'être passé, Antoine. Vraiment, j'espère que ton parcours va inspirer d'autres personnes. Puis je trouve que c'est fun de peut-être l'immortaliser un peu à quelque part où est-ce qu'on va pouvoir passer aux prochaines cohortes en ingénierie. Fait que merci énormément d'être venu. J'apprécie énormément. Ça fait très plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée. On se dit à plus. Merci, à plus.